Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue dans M l'agriculture, votre magazine qui valorise les producteurs et les éleveurs de notre terroir. Alors l'événement de ce mois de juin, c'est le Salon des agricultures de Provence. 50 000 visiteurs sont annoncés ici au domaine du Merle, à Salon de Provence. C'est aussi le passage obligé des principaux décideurs politiques. Nous sommes partis à leur rencontre. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez placé cette inauguration déjà sous le signe de l'environnement, en mettant en valeur que vous allez appliquer les accords de Paris, de la COP21. C'est important pour vous? On est une région qui est bénie des dieux, elle s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors chacun dans son propre territoire estime qu'il a le plus beau village ou le plus beau territoire. La réalité c'est qu'on a beaucoup de chance d'être ici, on a une luminosité fantastique, on a des terres qui sont très variées, qui sont enviées et donc il faut les protéger. Il faut les protéger non pas pour les sanctuariser, mais au contraire pour les mettre en valeur et se servir de ces atouts dont on hérite pour pouvoir les transmettre avec bénéfice. Alors il est clair que comme j'en suis une démarche de création d'emplois, la création d'emplois passe par l'agriculture aussi, par la formation des jeunes, mais ça c'est de l'autre volet, la jeunesse c'est notre avenir, et donc on fait des efforts, me semble-t-il, en ce qui concerne les lycées, la formation professionnelle, les apprentis, pour justement donner de l'espoir de travail ici. Et un des axes importants, ce sont les agriculteurs, l'agriculture. C'est la terre. Et donc ici, on se retrouve dans une démarche où avec le conseil départemental et nous, la totalité des maires ici présents, on a une détermination politique forte pour faire en sorte que ce volet agriculture, qui est en fait environnemental, puisse progresser et se bonifier. Nous, on n'est pas dans la logique que les agriculteurs, comme j'ai pu l'entendre, sont les jardiniers de l'espace. Voilà, nous, c'est 18 000 emplois, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un secteur d'activité considérable, avec une possibilité de progression importante. Mais pour ça, il faut se projeter sur 20 ans, donc irrigation et formation. Renaud Muselier, vous avez mis aussi en avant la mauvaise gestion, d'une certaine manière, des fonds européens. Ça vous a même mis un peu en colère. Oui, on a 125 millions d'euros ici. Pour la politique agricole commune, les fonds européens, ça représente 9 milliards d'euros pour la France quand même. Sur ces 9 milliards d'euros, nous avons 125 millions pour les départements des Bouches-du-Rhône. La technique a été mise en place par le gouvernement précédent dans un système informatique inadapté, fait en sorte que nous sommes susceptibles de les perdre. Alors ça me met en colère. Quand on n'a pas d'argent, encore, c'est difficile d'en trouver, mais quand on l'a et qu'il doit arriver et qu'on se débrouille pour le perdre, ça m'irrite considérablement, oui. Alors comment, vous qui êtes aussi député européen, comment vous pouvez concrètement mieux gérer ces dotations à travers votre collectivité? Alors, il y a deux volets, c'est-à-dire qu'en fait, l'État étant globalement incompétent, nous a transféré sa compétence, donc à nous de faire mieux demain. En ce qui concerne l'argent engagé, nous sommes dans une situation où cet argent est programmé pour les agriculteurs et donné par l'Europe et avec une incapacité de l'État français de le payer. Donc nous avons engagé une démarche il y a 3 mois déjà et maintenant auprès du nouveau gouvernement pour faire en sorte que les fonds promis soient payés et même si on ne les récupère pas de l'Europe, l'État français s'engage à les payer en son nom. Renaud Muselier, vous êtes sur un territoire où les zones urbaines sont très importantes, ce qui entraîne la diminution des terres agricoles, avec bien sûr des conséquences sur l'environnement, notamment, on l'a vu, des glissements de terrain. Est-ce que dans vos compétences, il y a la gestion du foncier ? Dans ma compétence, il y a l'aménagement du territoire, mais comme je le dis, je le répète, je veux des résultats sous 3 ans avec une vision sur 20 ans. De surcroît, en termes de méthode, c'est autorité, écoute et proximité. Et tout se fera avec les professionnels de l'agriculture, différents syndicats ou représentants professionnels comme M. Rossignol qui est tout à fait performant, et avec les maires qui eux-mêmes ont leur propre logique de développement local. Donc en tout cas, la protection de l'environnement est une donnée essentielle pour Madame Vassal et pour moi-même, enfin le département et la région, et donc on se retrouve dans une situation où avec les maires, on se pliera aux demandes et aux besoins de la profession tout en respectant l'environnement. Merci à vous, on vous laisse filer pour la suite de l'inauguration. Bonne journée Renaud Muselier. Lucien, oui, on peut embrasser la République et les couleurs tricolores. Et voilà, le salon est officiellement ouvert, je vous invite à la visite.
et profiter pleinement de ces belles journées. Bienvenue à tous, benvenuti en tutti. C'est la deuxième édition du Salon des agricultures de Provence. L'année dernière, on avait fait un round d'essai, on avait essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en valeur les produits de notre terroir. Et puis ça avait très bien marché, on avait eu 40 000 visiteurs. Et donc là, cette année, nous avons renouvelé cette opération. Et cette opération, c'est le jouet collectif que j'insuffle depuis 2 ans à la tête du conseil départemental pour aussi mettre en avant ce que nous faisons de bien dans notre département. L'agriculture, c'est un poumon économique remarquable. Les agriculteurs souffrent beaucoup aujourd'hui. Les riziculteurs ont eu des soucis, on a été à leur côté, on les a beaucoup aidés. Au niveau de l'élevage, au niveau de la course camarguaise également, qui est un pur produit de notre Provence, c'est important que les institutions, et notamment le conseil départemental, soient aux côtés des agriculteurs. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a eu la loi NOTRe qui empêchait le conseil départemental de financer l'agriculture, puisque la compétence passait à la région. Mais heureusement que nous avons des élus à la région, le président Estrosi, maintenant le président Muselier, qui ont accepté de faire une convention pour que nous continuions à mettre le budget que nous consacrons, 10 millions d'euros, aux agriculteurs pour les projets innovants, pour les aider en cas de problème sur, par exemple, les viticulteurs sous la flavescence dorée avec ses problématiques, mais aussi quand il y a eu des problèmes avec les salades. Donc là-dessus, nous sommes aux côtés du monde de l'agriculture. Nous l'avons prouvé. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on est dans toute la phase où effectivement ce salon des agricultures permet de rassembler tout le monde et de mieux faire connaître les produits terroirs. En tout cas, j'espère. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'enfants également. Nous avons fait venir des collégiens. Nous avons fait venir des personnes aussi du bel âge. Donc l'idée, c'est véritablement de mettre en avant nos produits. On peut très bien acheter du local, consommer du local et être en excellente santé. En tout cas, c'est ce que je recommande à l'ensemble de vos auditeurs. Et que surtout, profitez de ces 2 jours pour venir ici déguster ces magnifiques produits de Provence. En tout cas, nous sommes aux côtés de ce salon et nous continuerons à l'être le plus longtemps possible. Martine Vassal, lors de cette inauguration, vous avez quand même poussé un certain coup de gueule par rapport à une idée qui serait dans les tuyaux d'une fusion entre le département et la métropole ex-Marseille-Provence. Écoutez, moi j'ai pris mes fonctions en avril 2015. Nous avons eu une loi qui nous a été imposée par le gouvernement de la République, le gouvernement précédent, sur la création de la métropole, sans véritable concertation et sans surtout écoute des élus locaux, ni aussi des acteurs locaux. Et ça, je trouve ça lamentable. On a fait avec, on essaye de la faire avancer, c'est pas facile. Elle démarre, ça fait 1 année qu'elle est en fonction, donc il faut son temps au temps. Et d'un coup, au débeauté d'une émission de télévision, on s'aperçoit que le candidat à la présidentielle qui est devenu président de la République entre deux, annonce la fusion tout simplement du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Alors certes, s'il faut aller vers une simplification des institutions, il ne faut pas aller vers quelque chose qu'on va encore nous imposer. Donc je compte bien sur les parlementaires qui seront élus et qui défendent cette vision des choses avec nous à nos côtés pour se faire entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fera pas imposer une 2e fois une loi qui iront à l'encontre du développement de notre territoire et à l'encontre des intérêts de nos concitoyens. Martine Vassal, le mieux pour atténuer justement toutes ces tensions, c'est de se retrouver autour d'un repas. Je sens que vous êtes fine cuisinière. Vous avez une recette, vous avez un produit de cœur? J'adore l'ail. Donc, j'adore toute la cuisine. Donc, c'est un moment de détente pour moi de faire de la cuisine. En ce moment, j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'adore faire aussi bien la bouillabaisse que des pâtes à l'ail. Donc, je vous inviterai à la maison, Hervé, un de ces jours. Merci à vous, Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En plus, c'est une fine cuisinière et ça, c'est un atout de poids. Alors les conserves, la conserverie, c'est aussi dans les produits finis qu'on trouve ici à ce salon une bonne idée pour faire un bon repas. Bonjour Mathilde, alors présentez-nous, qu'est-ce que vous faites comme produit? Bonjour, alors nous on est producteurs de légumes à Fontvieille et j'ai un laboratoire sur l'exploitation où je transforme nos légumes en conserve. Donc il y a différentes choses, il y a des légumes cuisinés qu'il y a juste à faire réchauffer pour les déguster. Il y a des sauces tomates, des soupes, des légumes au vinaigre, des choses pour l'apéritif. Il y a une grande diversité de produits en agriculture biologique. C'est une vocation, c'est quelque chose qui est plutôt familial chez vous? C'était une ferme familiale, donc on travaille toujours en famille et c'est vrai que la conserverie, ça s'est fait il y a 2 ans pour diversifier un peu notre production.
Justement, pour l'agriculture diversifiée, passée par la conserverie par exemple, c'est une voie aussi de sortie ou en tout cas une voie différente pour l'agriculture pour continuer? Mais quand on est une petite exploitation familiale, oui, on a besoin de se diversifier, on a besoin de travailler directement avec les consommateurs et d'innover toujours pour arriver à se développer et surtout à se maintenir. Se maintenir et puis avec de beaux produits qu'il y a dans votre stand. Je vous remercie beaucoup. Alors je vais aller aussi goûter un produit qui est assez étonnant, produit d'escargot. Et je me tourne vers vous, Alphonse de Meis. Vous êtes héliculteur. Héliciculteur. Qu'est-ce qu'être un héliciculteur? C'est quoi exactement? Un qui élève des escargots, voilà, tout simplement. Alors comment on élève les escargots? Ah, mais les escargots, non, on a deux phases. On a une phase artificielle et une phase en part, quoi. Donc c'est la technique de l'élevage, quoi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une variété spécifique à la Provence? Ici, à la Provence, c'est le petit gris, quoi. Et après, on a le gros riz pour avoir de la chair d'escargot, pour avoir un escargot un peu plus gros, quoi. On fait le petit riz en sauce provençale et en sauce piquante, c'est le principe, nature. Et après, on fait la chair d'escargot, pareil, en sauce provençale, en sauce piquante et aux champignons. Allez, un dernier petit conseil. Ça s'accompagne de quoi? De pâtes, de riz, L'escargot, on accompagne de pâtes, de riz ou de pommes de terre, quoi, sur un lit de pommes de terre. Ça fait. Très bien. Ben, merci beaucoup. Allez, on va goûter ça. À tout à l'heure, on continue à circuler dans les stands. Alors il y a un homme qui est particulièrement heureux ici au domaine du Merle pour ce salon des agriculteurs de Provence. C'est vous, Nicolas Isnard. Bonjour. Bonjour, oui, heureux, ça correspond bien à mon sentiment du moment et aussi fier de se partager ce moment avec cette foule venue nombreuse dans ce domaine du Merle. C'est sur votre territoire, vous qui êtes maire de Salon de Provence, 2e édition. Les records vont sans doute être battus avec 50 000 entrées. Ça a été possible à la fois par votre volonté et puis aussi grâce à ce lieu assez exceptionnel, ce domaine du Merle. Effectivement, un double intérêt à cette manifestation. D'abord, exposer le savoir-faire de nos agriculteurs. Et je crois que tous ceux qui auront l'opportunité de venir découvriront une ambiance extraordinaire et des métiers extraordinaires. Et puis, mettre en lumière aussi un territoire et un lieu. Ici, nous sommes au domaine du Merle, un lieu qui est complètement pertinent pour organiser ce salon des agricultures, car au domaine du Merle, nous avons notamment l'École nationale des bergers de France. Et puis, le domaine du Merle est un point central de ce territoire du pays salonnais. Et c'est dans le territoire du pays salonnais que nous avons le plus d'agriculteurs dans ce département. 7000 personnes travaillent ici dans des exploitations agricoles. Nous avons 850 exploitations agricoles, 13 AOC, donc je crois qu'il est complètement pertinent d'être ici à Salon de Provence pour ce week-end. On a parlé durant ce salon aussi d'environnement, de préservation de la planète. C'est vrai que sur la commune de Salon de Provence, il y a historiquement un réseau d'irrigation assez étonnant qui permet que ce soit un terrain de grandes terres agricoles. Effectivement. Ici, nous sommes au milieu de la plaine de Crau. D'ailleurs, rappelons que Salon s'appelait Salon de Crau et c'est grâce à Adam de Craponne qui a amené l'eau que cette terre est devenue une terre de richesse. Mais ici aussi, par-delà l'eau qui est présente, il y a aussi toutes les agricultures du territoire qui sont présentes. Ici, nous avons des arboriculteurs, nous avons des maraîchers, nous avons des éleveurs, nous avons des oléiculteurs, nous avons des trufficulteurs. Ici, en résumé, nous avons toutes les agricultures de Provence qui sont représentées et concentrées dans ce territoire. Donc, je le redis, venez à Salon de Provence découvrir ce merveilleux métier qui est celui d'agriculteur et ce merveilleux site qui est le domaine du Merle. Et puis une adresse que je connais personnellement, le marché du samedi matin sur cette place Morgan restaurée à Salon de Provence. Effectivement, le Salon des agricultures n'est pas qu'un coup dans l'année. Il y a ici, dans ce territoire et dans cette ville de Salon, une volonté de mettre à chaque fois que cela est possible, l'agriculture à l'honneur. Et à chaque fois que cela est possible, eh c'est déjà possible tous les samedis matins sur la place centrale de Salon, la place Morgan. Eh bien, il y a le marché des agriculteurs qui permet de vendre directement de l'exploitant au consommateur, les circuits courts, la promotion des produits du terroir. C'est aussi une des particularités de ce territoire, un territoire qui, comme vous l'avez compris, est fier de vivre ce grand salon des agricultures. Merci à vous Nicolas Isnard, maire de Salon de Provence. On l'a compris, les filières courtes pour acheter ces produits, eh bien c'est l'une des idées qui ressort de ce salon des agricultures de Provence. Et au salon des agricultures de Provence, on trouve bien sûr aussi des animaux, alors ceux de la basse-cour, des moutons, et puis derrière moi des ânes avec l'association Les Amis d'Édouard. Jean-Paul, bonjour. Bien le bonjour, vous parlez d'ânes, mais pas n'importe quel âne, nous présentons des ânes de Provence. Car en France, il existe plusieurs races et donc nous présentons la race régionale. Nous sommes battus avec les haras nationaux pour faire reconnaître notre race qui existe depuis décembre 1995.
aujourd'hui vos ânes qui sont ici au Salon des agriculteurs de Provence, on va les retrouver dans l'année, durant l'été, à quelle occasion? À l'occasion, par exemple, le 13-14 mai dernier, nous étions dans la commune de côté, à Saint-Martin-de-Croix, pour la fête du printemps. Bon, toujours dans les Bouches-du-Rhône, au mois de septembre, on sera à Marseille pour la fête à Saint-Michel des 9e et 10e arrondissements. Bon, c'est plus nous qui promenons les ânes, c'est les ânes qui nous promènent et qui nous permettent d'être un trait d'union avec beaucoup de gens qui se posent des questions. Et des jours comme aujourd'hui, moi je me régale avec les écoles. Quand elles s'arrêtent, il y a des questions qui fusent qui sont formidables. Merci beaucoup, un fidèle compagnon des ânes de Provence, une race qui est bien préservée puis qu'on va retrouver dans nos campagnes et à l'occasion de multiples événements. Fruits et légumes, viande, vin et conserves, il y en a pour tous les goûts au Salon des agricultures de Provence, ici au domaine du Merle à Salon de Provence. Aime l'agriculture, c'est fini. On se retrouve pour une prochaine émission sur votre web TV Aime Provence. Bonjour, Aime les médias, une émission du Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud, une émission régulière sur Aime Provence qui vous donne tous les mois l'actualité des médias de la région. Et aujourd'hui avec nous, bonjour, Michel Guéraud, le rédacteur en chef du mensuel Le Ravi. Bonjour. Le Ravi, donc Le Ravi, c'est un journal que vous présentez comme un journal satirique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un journal satirique ? Le satirique, il marche sur deux jambes, c'est-à-dire c'est l'enquête et la satire. Le fil conducteur de cette histoire-là, la ligne éditoriale, c'est l'irrévérence. En gros, on a envie de faire vivre une presse pas pareille, une presse poil à gratter, mais qui finalement renoue avec les fondamentaux d'un métier qu'on adore, le journalisme, et qui enquête, qui passe par les fenêtres si les portes sont fermées, par exemple. D'accord, donc c'est un journal qui est dans la mouvance de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné. Quelles sont les similitudes ou les différences avec ces journaux-là ? C'est vrai qu'on nous compare plutôt souvent au Canard enchaîné, ça nous fait plaisir, même si c'est un journal séculaire. Nous, on a simplement 15 ans d'histoire, mais c'est déjà pas rien. Peut-être parce qu'on est vraiment dédié à l'enquête et on cherche effectivement à faire sortir des informations qu'on ne peut pas lire ailleurs. Mais c'est vrai que le lien avec Charlie Hebdo, c'est qu'il y a du dessin de presse. De la première à la dernière page du Ravi, le choix, c'est uniquement du dessin de presse. Et aussi des formats un peu nouveaux comme le reportage dessiné. Donc Le Ravi, c'est un journal local distribué sur quelle zone géographique à peu près ? Alors même si la rédaction est basée à Marseille, la diffusion et l'objet, c'est la région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que concrètement, on est chez les marchands de journaux des 6 départements de la région. On est même depuis un mois sur le couloir rhodanien. On va jusqu'à Paris, gare de Lyon. On peut nous trouver chez les diffuseurs de presse. Et après, classiquement, on a des abonnés un peu partout en France, ceux qui ont un attachement à la région, à Marseille et à la presse satirique. Le Ravi, j'imagine que c'est une connotation avec la crèche provençale. Exactement, il nous fallait un symbole et on a trouvé ce santon, qu'on adore, ce santon qui est, pour ceux qui l'ont oublié, peut-être, il a toujours les bras levés au ciel. C'est un petit peu l'idiot du village, mais on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants, elle sort aussi parfois de la bouche des idiots. En tout cas, c'est une posture, c'est-à-dire c'est celui qui va peut-être mettre les pieds dans le plat et dire des choses que d'autres auront plus de mal à dire. Donc les pieds dans le plat, justement, vous avez des prédilections, vous avez des enquêtes sur des sujets précis ou vous êtes un peu tous azimuts. Comment vous travaillez sur les investigations, puisque c'est ça que vous faites, vous avez des choix au départ ? Alors le fil conducteur, c'est on se passionne, on s'intéresse au fonctionnement de la vie démocratique locale, fonctionnement mais aussi dysfonctionnement. C'est vrai que comme les autres médias, on a tendance à parler plutôt des trains qui déraillent plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Mais c'est vrai que la vie locale, le débat public local, c'est le fil conducteur. Après, on est un journal généraliste, c'est-à-dire culture, sport, pourquoi pas, économie, sociale, société, tous les sujets en fait nous intéressent. Y compris la politique. Y compris la politique, c'est-à-dire qu'on ramène souvent quand même aux enjeux politiques, on parle des politiques culturelles, des politiques sociales, etc.
D'accord. Alors j'ai le dernier exemplaire, là je devais le montrer, et voilà, je le montre maintenant. C'est celui qui est en kiosque en ce moment. Exactement. Il est mensuel depuis quelques années réellement. Oui. Je sais qu'au début c'était un mensuel qui sortait pas forcément. La première année, il y avait un peu de. Ça a été difficile. C'était un peu difficile. Lancement. C'est un journal qui est parti avec pas grand-chose au départ. Voilà, aujourd'hui vous êtes installé dans le paysage avec quelques petits problèmes économiques, donc on va en parler puisque c'est quelque chose qui n'est pas secret. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a été en redressement judiciaire, on a déposé le bilan, c'était le même moment où la Marseillaise a déposé le bilan, Mars Actu aussi, et on a redressé, c'est-à-dire que cette année 2016 a été une année où on a levé les bras très haut, comme l'indique. Ouais. C'est le journal qui ne levait jamais les bras, le journal qui ne baisse porte pas les bien bras, son nom. Et on a été porté par une vraie envie de voir ce mensuel poursuivre son travail. C'est vrai que c'était aussi l'année dramatique, l'année Charlie. Donc il y a eu un intérêt très fort pour la presse satirique. Il y a eu de tout. Il y a eu des concerts de soutien au Doc des Suds. Il y a des IAM, les Chinese Man. Enfin, il y a eu un concert de soutien. Il y a eu beaucoup de mobilisations, 1000 abonnés qui sont venus vers nous et qui nous ont permis de sortir de cette phase difficile. Donc, alors, ça reste pas simple pour nous. On a toujours énormément besoin d'abonnés en particulier, mais le Ravi existe et c'est aujourd'hui une équipe de 6 personnes, c'est 5 journalistes avec une carte de presse, c'est une douzaine de dessinateurs, c'est une trentaine de personnes mobilisées sur chaque numéro. C'est une petite aventure. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut donner des chiffres. Vous en êtes au niveau diffusion, au niveau abonnés. Vous en êtes où ? C'est bien notre problématique, c'est-à-dire que la diffusion, c'est 5000 exemplaires. C'est pas assez. C'est 2000 exemplaires vendus. C'est pas assez. Et donc c'est toujours une mobilisation pour dire aux gens, la presse libre, elle s'achète pas, elle se finance. Il faut accepter cette idée qui est un peu partie. C'est pas que pour nous, mais pour toute la presse. Les gens ont l'impression que c'est gratuit l'info. Maintenant, l'info, ça a un coût. On a besoin d'équipes de journalistes qui travaillent. Mais le Ravi existe aussi parce que c'est une association qui porte ce journal. Donc il y a encore aussi une part de bénévolat. Par exemple, la graphiste qui a fait le journal, elle a fait bénévolement. Elle est pro, mais elle a travaillé bénévolement. C'est beaucoup d'énergie comme ça. Et c'est aussi des projets. Pour nous, être journaliste, réinventer cette profession, la défendre, c'est aussi aller dans les écoles, par exemple. C'est aussi aller dans les quartiers, faire des projets de journalisme participatif. Qu'est-ce que vous faites alors vous faites de la pédagogie dans les écoles, on explique aux jeunes, on essaie de leur donner envie, parce qu'entre 15 et 25 ans, ils n'achètent plus les journaux, donc on leur dit, on leur explique l'intérêt, l'importance de la presse. On essaye aussi d'en faire des lecteurs, spectateurs, auditeurs moins passifs. Dans les quartiers, c'est un peu différent. On se pose pendant un trimestre et là, avec des gens qui ne sont pas professionnels, on les forme et on les aide à produire des suppléments qui sont publiés dans le journal. D'accord, des vrais suppléments qui sont écrits par les jeunes des quartiers. C'est ça, jeunes et moins jeunes. Là, dans les quartiers, c'est assez mélangé. D'accord. Et quel projet alors aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les mois qui viennent? Vous avez quoi en gestation? En ce moment, on a une actualité pour un journal d'enquête et de satire qui est très très riche. Évidemment, on sort de la présidentielle à peine. On se projette sur les législatives. On va suivre ça de très très près avec une décomposition, recomposition de la vie politique. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter, à enquêter, à décrire. Ça, c'est notre... Alors, je précise qu'au moment où on enregistre cette émission, le premier tour des présidentielles est déjà passé, mais le second tour n'est pas encore passé. Voilà, avec plein d'inconnus et plein d'enjeux. Donc ça, on va suivre de très mais ici, dans la région, les législatives vont être un moment fort, j'imagine, pour vous. Ça va être très très fort, surtout que les familles politiques sont brouillées. Donc on va assister à quelque chose d'assez complexe et d'intéressant, qui peut faire sourire aussi parfois. Nos dessinateurs ne vont pas chômer. Au-delà de ça, dans les mois qui viennent, d'autres projets? Au-delà de ça, c'est un projet aussi, ça je ne l'ai pas dit. Alors il y a le www.leravi.org aussi, c'est un site avec 40 000 visiteurs uniques par mois, donc il y a un décalage, là on essaye de faire venir les gens aussi vers l'abonnement. L'enjeu pour nous aussi, c'est de nous mettre en réseau. Et là, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Médias Citoyens PACA et qui fédère d'autres journaux comme nous, qui sont des journaux indépendants, qui n'appartiennent pas à des grands groupes, ni à l'État, évidemment. Et il y a Mars Actu, par exemple, sur Marseille, qui fait partie de ce réseau. Et puis des titres plus confidentiels, par exemple des journaux de quartier, qui sont moins professionnalisés que nous. Et ce réseau-là essaye de faire masse, en fait. C'est-à-dire qu'il
effectivement, on est petit, c'est petit tirage, petite diffusion, mais en réalité, nos articles, nos contenus, nos images, nos sons circulent énormément. Sur les réseaux, sur la toile. Sur les réseaux, sur la toile. Il y a des échanges. Par exemple, tous les mois, on peut lire dans le Ravi une enquête de Mars Actu qui est publiée sur les deux supports. On travaille aussi avec des médias plus installés, mais indépendants. Par exemple, dans le dernier numéro de Ravi, vous pouvez lire une enquête dans le Var qui a été co-réalisée entre un journaliste de Ravi et une journaliste de Mediapart. Donc on travaille aussi à cette échelle-là et on se donne une diffusion nationale. Finalement, tout petit qu'on soit, nos contenus touchent énormément de monde et c'est ça un petit peu qu'on peut dire et qui peut étonner parfois. Aujourd'hui, là, dans ce début de 21e siècle, c'est plus facile qu'autrefois d'animer un média ambitieux, de qualité, avec des journalistes titulaires d'une carte de presse. Ce qui reste compliqué, finalement, c'est de trouver un modèle économique. Alors, on ne l'a pas complètement trouvé. Nous, on est dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que vous appelez la presse pas pareille. La presse pas pareille, voilà. Alors, il y a un réseau national aussi qui se structure. On va participer au cœur de la France à une rencontre nationale d'une coordination aussi de médias libres. Il y a du web, il y a de la radio, il y a de la presse écrite. Mais tout ce monde commence à se structurer. Une façon peut-être pour les journalistes de reprendre en main leur propre métier et de se réapproprier une pratique nouvelle, véritablement journalistique. La presse est en crise, c'est-à-dire qu'on le sait, ça tout le monde s'en est rendu compte, l'univers, le monde politique est en crise aussi. On a vu les deux partis de gouvernement viennent de se faire éliminer d'un second tour de la présidentielle, mais les grands médias aussi se portent assez mal, ont difficulté à se vendre. En soi, ça pose des problèmes, mais c'est aussi une chance de renouvellement, de réinvention, de peut-être retour à des fondamentaux professionnels, peut-être un peu oubliés. Nous, notre sentiment, c'est qu'il faut informer. On a plus que jamais besoin d'équipes, de journalistes qui travaillent avec rigueur. Et ça, c'est assez exaltant. Et donc, il y a vraiment un terreau, il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'inventions. Et nous, on est un petit peu au cœur de ce réseau. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'on fait pour vous aider? On achète le journal en kiosque, on s'abonne? Alors si vous n'avez jamais lu le Ravi, je pense qu'il faut quand même le lire au moins une fois avant de s'abonner. Donc achetez-le en kiosque. Ensuite le message clairement, mais ça tous les diffuseurs de presse vous l'expliqueront, il faut s'abonner parce qu'en kiosque il y a des marges, on fait moins de marge évidemment. Et puis quelqu'un qui s'abonne à un journal comme le nôtre, ça veut dire qu'il devient coopérateur. C'est comme dans les AMAP, là, c'est ce réseau pour nourrir d'une meilleure façon. Donc on aide des agriculteurs dans la proximité, c'est les fameux paniers paysans. Mais finalement, la presse pas pareil, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une feuille de chou qui a peut-être un peu plus de goût que d'autres feuilles de chou. Et la meilleure façon de la soutenir, c'est d'en devenir coopérateur, co-acteur, abonné. C'est-à-dire vous restez 1 an avec nous et vous nous aidez vraiment à développer ce journal et ses projets. Merci. Le prochain grand rendez-vous du Ravi? C'est toujours le Ravi, c'est toujours le premier vendredi de chaque mois chez les marchands de journaux. Là, exceptionnellement, on a décalé d'une semaine la sortie pour sortir après le second tour, donc dans la semaine qui va suivre le 9 mai. D'accord. Michel Guéraud, merci d'avoir été avec nous. Longue vie, bon vent au Ravi. Merci pour l'invitation. Et à très bientôt sur M Provence pour une nouvelle émission Aime les médias avec le Club de la presse Marseille-Provence-Alpes du Sud. Merci à vous.